Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Amélie Ferré, responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI. Elle vient de publier un ouvrage intitulé « Les mots, armes d'une nouvelle guerre », paru aux éditions Le Robert. Elle a également contribué au dernier numéro de la revue Politique étrangère, ainsi qu'au Ramsès 2025. Amélie, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour. Avant de parler de votre nouveau livre, j'aimerais évoquer votre précédent ouvrage, paru en 2020 aux éditions du CNRS. Il portait sur les assassinats ciblés et vous aviez fait de nombreuses recherches en Israël à l'époque. Au regard des événements récents, avec notamment l'élimination d'Hassan Nasrallah et Ismail Haniyeh, comment votre réflexion sur ce sujet des assassinats ciblés a-t-elle évolué ? Alors, je dirais qu'elle n'a pas évolué, elle s'est plutôt confirmée. En fait, c'est un livre qui est issu de ma thèse et dans lequel je m'interrogeais sur comment une pratique qui était au départ considérée comme illégale au regard du droit international, puisque quand Israël commence à faire des assassinats ciblés, c'est-à-dire à utiliser en fait des moyens militaires pour cibler précisément des individus, des groupes armés palestiniens, l'ambassadeur américain aux États-Unis, l'ambassadeur américain en Israël déclare ce sont des exécutions extrajudiciaires et on ne soutient pas ça. Et on voit, donc ça c'était en 2001, que par la suite, 10 ans après, quand Obama arrive au pouvoir, il va légitimer et il va surtout agrandir et utiliser très fortement ces tactiques, notamment grâce à des drones armés. Et en Israël, c'est la même chose. Quand on regarde pas simplement le conflit, Opération Glaive de Fer, mais tous les conflits qu'il y a eu précédemment, ils ont tous en fait commencé par un assassinat ciblé, puisque Israël en fait alimente une banque de cibles en essayant de collecter des informations précises sur des individus et une fois qu'ils ont à la fois une localisation et une fenêtre politique qui leur permettent de faire la guerre, eh bien ils passent à l'action. Et là, ce qu'on voit avec les derniers développements, donc vous l'avez dit, Ismail Haniyeh donc à Téhéran et Hassan Nasrallah qui était donc le chef du Hezbollah. Il faut dire que Hassan Nasrallah a remplacé Moussaoui qui lui-même avait été tué dans un assassinat ciblé en 1992. On voit qu'il y a un recours très fort à cette tactique qui effectivement a des succès, c'est-à-dire que ça va ralentir le rythme des attaques d'une organisation, ça va incapaciter l'organisation à conduire des actions armées dans un temps court, ça complique les communications aussi puisque les personnes du coup se cachent et sont extrêmement prudentes, mais le problème c'est que ce n'est pas une stratégie. Et il y a souvent cette confusion qui est entretenue d'ailleurs par la classe politique, que ce soit en Israël mais aussi aux États-Unis, avec l'idée que ça y est, si on tue une personne, comme par exemple Nasrallah, ça donne une image de victoire politique et donc on en a terminé avec l'organisation et donc c'est une victoire. Or, en fait, les choses elles sont beaucoup plus complexes que ça puisque c'est un peu comme une hydre, c'est-à-dire que les organisations, elles arrivent in fine à se réorganiser et donc il faut coupler cette tactique à une solution politique par la suite. Oui, d'ailleurs, on parle souvent de stratégie de décapitation. Donc, vous disiez c'est une tactique, mais dans l'expression, on parle de stratégie. Là, pour ce qui est du Hezbollah et des événements très récents, on voit quand même qu'au-delà de Nasrallah, il y a vraiment une partie importante de l'appareil sécuritaire, militaire, paramilitaire du Hezbollah qui a été éliminé. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut transformer la tactique en stratégie ou pas ? Non, en fait, ce qui s'est passé dans l'affaire de l'explosion des beepers et des talkie-walkie, c'est une forme d'assassinat ciblé de masse, en fait, puisque tout le progrès militaire sur les 40 dernières années, c'est un progrès du ciblage. C'est-à-dire qu'on va connaître de mieux en mieux notre ennemi grâce à la multiplication de capteurs et on va pouvoir individualiser
notre ciblage, c'est-à-dire savoir précisément qui on veut cibler. Et là, dans l'affaire des beepers, en fait, ils ont réussi, Israël, à incapaciter tout le commandement intermédiaire du Hezbollah. On estime à peu près 20% le commandement du Hezbollah qui a été du coup incapacité dans cette attaque. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il y a une défaite du Hezbollah, et on le voit dans les incursions terrestres qui sont menées par Tsahal, où là, récemment, il y a eu une attaque de drone qui a été conduite par le Hezbollah dans une base militaire au nord d'Israël qui a tué plusieurs soldats israéliens. Donc ça ne veut pas dire que ça annihile complètement l'organisation. Et c'est pour ça que c'est des tactiques qui sont tout à fait efficaces, mais qu'elles doivent être couplées à une stratégie plus globale si on veut vraiment en finir avec ces organisations. Et d'ailleurs, ça pose la question de la contre-insurrection, qui est toujours la même question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut défaire militairement une idéologie ou pas ? Et sur les beepers, juste pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'était une tactique assez surprenante et impressionnante, mais qui ne visait pas que à éliminer des membres du Hezbollah ou à les blesser, mais également à toucher à la communication du groupe. C'est-à-dire que le commandement et le contrôle du groupe a été très perturbé par cette opération israélienne. Donc là, il y a une double originalité, j'allais dire, non seulement dans le mode opératoire pour faire ce que vous appelez une élimination de masse, mais aussi dans une atteinte très opérationnelle à la communication du groupe. Oui, mais après, comme je disais, les assassinats ciblés, c'est toujours aussi des atteintes à la communication. Parce que quand, par ailleurs, d'ailleurs, il y avait déjà eu des assassinats ciblés qui visaient des membres du Hamas par l'explosion de téléphone. Oui, l'ingénieur au milieu des années 90. Exactement, Ayash. Mais quand vous conduisez des assassinats ciblés, en fait, vous forcez du coup les personnes qui remplacent les personnes qui ont été tuées à prendre beaucoup de précautions quant à leur déplacement, leur communication. Ça crée aussi une forme de paranoïa, de paranoïa justifiée d'ailleurs, dans les organisations sur qui a donné des informations et donc d'où viennent les potentielles fuites. Et donc, dans les assassinats ciblés, il y a toujours des systèmes de communication qui sont à capacité et qui font partie des bénéfices militaires de ces opérations. En 2022, vous avez publié une étude de l'IFRI sur le lawfare et les opérations juridiques. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, expliquer ces deux concepts à nos auditeurs au regard des guerres en cours ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un concept que j'avais développé justement quand j'étais en post-doctorat en Israël à la suite de mon livre sur l'utilisation du droit dans la guerre. Et donc, le lawfare, c'est la contraction de deux mots anglais, law et warfare, et ça vise à montrer comment on peut utiliser le droit pour pérenniser ou pour renverser un rapport de force entre deux acteurs. Et ça a conduit d'ailleurs à un changement de mes recherches, puisque les assassinats ciblés, c'est très cinétique, hein, c'est vraiment l'utilisation de la force, voilà, avec des drones, des missiles. Et le droit, on est plus dans l'immatériel, mais ce que je voulais montrer, c'est que même en utilisant l'immatériel, c'est-à-dire sans tirer un seul coup de feu, on pouvait obtenir des avantages militaires. Et donc, il y a plusieurs manières de faire du lawfare. On peut soit créer des nouvelles normes qui permettent d'incapaciter telle ou telle action. Par exemple, si on fait un traité qui interdit le placement d'armes dans l'espace, alors que soi-même on développe des technologies dans ce sens et que par exemple on s'engage dans des tirs anti-satellites par exemple, et ça permet justement de incapaciter une partie de l'appareil militaire d'un belligérant. Si on détourne d'anciennes normes, par exemple, si on détourne la proportionnalité pour tuer un nombre important ou pour en fait avoir une liberté d'action totale sur un territoire, comme c'est le cas de la Russie quand la Russie cible des hôpitaux, par exemple à Mariupol. Ça aussi, c'est une forme de lawfare. Quand on judiciarise pour essayer de faire taire toutes les critiques sur notre opération, par exemple, comme l'a fait la Russie avec un rapport qui avait été fait par le CAPS, donc, qui est une cellule au Quai d'Orsay, conjointement avec l'IRSEM sur les manipulations de l'information russe pour légitimer justement les actions de la Russie en France. Eh bien,
RT et Sputnik, à l'époque, qui n'étaient pas interdits, avaient demandé aux tribunaux français de regarder s'il n'y avait pas une attaque et une forme de diffamation dans ce rapport. Et du fait du délai des tribunaux à traiter cette affaire, eh bien, quand vous êtes sous le coup d'une potentielle accusation de diffamation, vous ne pouvez plus écrire sur le sujet jusqu'à ce que la décision soit rendue. Donc ça veut dire que pour des chercheurs qui étaient là, en l'occurrence des chercheurs de premier plan, c'était pas possible pour eux d'écrire sur la manipulation de l'information russe pendant 2 à 3 ans. Donc, c'est assez conséquent. Et enfin, dernière facette du lawfare, c'est l'utilisation du droit comme arme réputationnelle. Donc, c'est-à-dire que même en l'absence de ce que dit une cour, par exemple, ou d'une décision rendue, simplement accuser un belligérant de ne pas respecter le droit international, ça a déjà un effet en termes de légitimité et en termes d'action. Donc, par exemple, quand la Russie accuse l'Ukraine de conduire un génocide contre les populations ukrainiennes russophones, eh bien, c'est un narratif qui va prendre et qui va justifier un certain nombre d'actions russes dans ce territoire-là. Très bien, vous faites la transition là, vers votre nouveau livre qui porte sur les mots dans les conflits. En quoi les guerres en Ukraine et à Gaza sont-elles aussi des guerres de récit ? Alors justement, donc c'est ce que je voulais montrer, c'est que c'est pour comprendre en fait la guerre contemporaine, je pense qu'il y a parfois un écueil qui est de penser séparément, comme je le disais, ce qui est cinétique, donc le nombre de chars, le nombre de bataillons, le nombre de missiles, et ce qui est non cinétique, c'est-à-dire les discours en fait qu'ont les belligérants sur le droit, sur la légitimité, l'utilisation aussi de l'arme économique, par exemple. Donc, il me semblait important, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, de penser matériel et immatériel ensemble et de montrer que les récits pouvaient, eux aussi, et étaient tout à fait importants pour comprendre les rapports de force aujourd'hui. Et on l'a vu. Si on en revient à notre débat sur tactique-stratégie, on l'a vu en fait avec les échecs en Irak, les échecs militaires en Libye, les échecs militaires au Mali, le retrait américain de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les armées occidentales, en dépit de leur succès tactique et d'ailleurs de leur supériorité tactique qui est liée aussi à une sophistication dans les matériels et dans les systèmes d'armes qui sont déployés, ne parviennent pas toujours à remporter la victoire du fait justement d'incapacité à imposer son récit et donc à asseoir sa légitimité. Et ce qui me paraissait important, c'était donc de montrer à l'aune du conflit en Ukraine et en Russie, mais en fait on pourrait faire un livre plus large en utilisant aussi du coup ce qui s'est passé en Israël et en Palestine, de montrer que celui qui gagne, c'est celui qui arrive à imposer son récit en saturant les réseaux sociaux, par exemple, ou en intimidant les contre-récits. Et donc, dans le livre, j'essaye de à la fois m'intéresser à qu'est-ce qu'on dit quand on veut légitimer une guerre, quels sont les récits qui sont avancés par les belligérants. Deuxièmement, comment on s'assure une maîtrise des infrastructures pour diffuser son récit, parce qu'on peut avoir le meilleur récit du monde, si personne ne l'entend, bah, du coup, il est ineffectif. Et enfin, je me suis intéressée à la question de la guerre des vérités, c'est-à-dire comment on fait, nous, quand on vit dans une forme de brouillard informationnel où du coup on ne sait plus comment s'orienter, on ne sait plus que penser entre récit et contre-récit, et bien comment on fait pour retrouver une instance qui nous dit ce qu'est la vérité et en laquelle on peut avoir confiance. Mais en Israël, il y a cette idée qui circule depuis des décennies que de toute façon l'opinion publique internationale va être contre le pays. Et je me demande si du coup cette idée de guerre des récits est aussi importante peut-être que dans d'autres cas de figure, parce qu'ils se disent que de toute manière il va falloir qu'ils s'imposent par la force, et peu importe si le monde est contre eux. Alors je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait en Israël il y a cette idée de la nécessité de la hasbara, ce qui s'appelle la hasbara, donc qui vient de l'hébreu la hasbir et hasbara ça veut dire l'explication. Donc ça c'est une idée ancienne qui en fait prend ses racines dans les théories de l'explication de l'antisémitisme, avec cette idée que s'il y a un antisémitisme, c'est parce que les personnes antisémites ne comprennent pas
la communauté juive et que si on explique ce qu'est la communauté juive, du coup, ça va lutter contre l'antisémitisme, qui est par ailleurs une théorie qui est extrêmement controversée, puisqu'il y a aussi dans l'antisémitisme des racines qui sont simplement racistes, qui sont du domaine de l'expression d'une domination d'une population sur une autre, etc. Mais cette idée d'Hasbara a perduré dans tous en fait, les penseurs sionistes. Et en Israël, il y a cette idée, et d'ailleurs, il y a une création de ministères dédiés à la Hasbara, que si on arrive à expliquer les actions d'Israël, dès lors, on va pouvoir préempter, ou en tout cas mitiger, ou déminer un certain nombre de critiques qui sont faites à l'égard d'Israël. Et c'est aussi l'idée que la plupart des gens qui critiquent Israël, en fait, ne comprennent pas ou ne connaissent pas bien Israël. Et pour Israël, c'est tout à fait fondamental, mais pour l'Ukraine aussi par ailleurs, d'avoir le soutien d'opinion publique et qui se traduisent en fait par un soutien gouvernemental, parce qu'aujourd'hui, la guerre coûte tellement cher du fait de l'augmentation d'une part de la puissance de feu et d'autre part du coût simplement des systèmes d'armes, que quasiment aucun belligérant ne peut mener une guerre seul. Donc ça veut dire qu'il faut sécuriser le soutien de plusieurs pays de manière à pouvoir continuer cet effort de guerre. On l'a vu en Ukraine, parce que si l'Ukraine n'avait pas réussi à imposer son récit en disant que voilà, ils étaient capables de lutter contre l'ours russe et que c'était pas une guerre perdue d'avance, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait justement un soutien matériel de la part du monde occidental. Et en Israël, c'est pareil. Il y a eu une aide spéciale militaire américaine pour recompléter notamment les stocks de missiles qui servent aux interceptions, c'est-à-dire qui servent à protéger en fait l'espace israélien des roquettes et des missiles et des drones régulièrement envoyés. Et donc, il y a une conscience en Israël très forte que c'est tout à fait essentiel la Hasbara. Et depuis le 7 octobre, d'ailleurs, le ministère de la Hasbara a été dissous et directement rattaché au Premier ministre. Et il y a eu des efforts très forts pour expliquer justement la politique israélienne et essayer de contrer le narratif d'Israël qui commettait un génocide à Gaza, puisque c'est une guerre qui est très parlante sur la guerre des récits, puisqu'on voit deux récits qui s'affrontent. D'une part, Israël qui mène une guerre juste de légitime défense face à un ennemi qui veut sa destruction, et d'autre part, Israël qui mène une guerre génocidaire, coloniale et d'inspiration religieuse. Dans votre ouvrage, vous évoquez notamment le rôle des réseaux sociaux et du renseignement open source qui sont, selon vos propres termes, au cœur de la bataille pour l'opinion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, alors ça, je pense que c'est aussi une évolution qui est tout à fait fondamentale, on va dire, de l'espace informationnel dans lequel on pense la guerre. Parce qu'il y a une démocratisation de la manière dont on pense la guerre qui est en fait liée à l'économie de l'information. Et ça change complètement les frontières en fait, de la communauté stratégique et qui prend part à la discussion sur la guerre, même sur des aspects extrêmement spécifiques, tactiques, qui étaient auparavant réservés aux spécialistes. Et donc ça, c'est lié à la multiplication de capteurs sur le champ de bataille, c'est-à-dire notamment aux images qui nous parviennent quasiment en instantané via des téléphones portables, où vous pouvez être dans votre salon à Paris et vivre en direct les bombardements avec les civils ukrainiens à Kiev, ou les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, ou les civils qui meurent à Gaza avec les bombardements israéliens. Et donc, tout ça, donc ça nourrit une discussion qui est extrêmement large sur la stratégie et sur la tactique. Et par ailleurs, ça permet aussi d'avoir une discussion qui est beaucoup plus spécifique avec ce qu'on appelle l'OSINT. C'est-à-dire qu'on va avoir des photos,
par exemple du nombre de chars russes via des satellites, ou simplement on va voir des photos de cratères liés à des munitions. Et du coup, ça va nourrir une discussion sur, en fonction du cratère, est-ce que c'était une roquette, est-ce que c'était un missile, quelle était la charge explosive à l'intérieur, et donc qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de règles d'engagement et de volonté d'un belligérant ou de l'autre. Oui, juste préciser, OSINT, donc c'est Open Source Intelligence, c'est le renseignement en source ouverte. Exactement. Et donc ça permet d'avoir cette discussion de spécialistes. Ça permet aussi de s'auto-former, c'est-à-dire qu'en suivant les bons comptes, vous pouvez en quelques jours apprendre à repérer tel type de char, à savoir quel est la forme d'un impact de tel ou tel missile. Ça permet aussi de contrer le narratif ou le récit des États, puisque un État va dire voilà, on a fait telle et telle frappe, et vous pouvez avoir donc des ONG ou des OSINTers qui vont dire mais non, c'est pas vrai, en fonction de telle et telle photo qu'on a vue, en fait c'est pas ça, c'est une frappe qui vient d'ailleurs, etc. Et ça a été tout à fait crucial, notamment sur le cas du bombardement de Mariupol, puisque donc la maternité de Mariupol a été bombardée. La Russie a d'abord dit que non, ils ne l'avaient pas bombardée. Ensuite, ils ont dit que si, en fait, ils l'avaient bombardée, mais qu'il y avait des caches d'armes. Et par ailleurs, qu'il n'y avait pas de femmes enceintes et que toutes les femmes enceintes qu'on avait vues sur les photos étaient des actrices. Et l'Ukraine a mis en place un site qui justement mobilise la communauté OSINT pour contrer ce narratif à l'aide de documents, de preuves, et qui va rassembler du coup toutes les images sur Mariupol pour documenter précisément ce qui s'est passé lors de ce bombardement de la maternité. On va parler d'autres innovations technologiques comme l'intelligence artificielle. On associe souvent l'intelligence artificielle au deepfake, par exemple. C'est faux très sophistiqué, et on en a vu récemment avec à la fois des faux sons mais aussi des fausses vidéos. Et évidemment, ces deepfakes peuvent brouiller la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En quoi, selon vous, ces innovations nourrissent-elles la guerre des mots et des images? Et surtout, existe-t-il des parades? Alors, il y a toujours eu évidemment de la propagande et des mensonges en l'heure de guerre pour soutenir justement tel ou tel belligérant. Mais avec les réseaux sociaux et plus particulièrement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour promouvoir des récits sur les réseaux sociaux, en fait, on n'a pas un changement de nature, mais on a un changement d'ampleur. Et cette utilisation de l'intelligence artificielle, elle va servir à créer donc soit des deepfakes, comme vous l'avez dit, qui peuvent être des images, mais qui peuvent aussi être des sons, par exemple, qui vont du coup à la fois promouvoir un récit, mais qui vont aussi instaurer une forme de suspicion du coup, sur les images et sur les sources qui nous parviennent des conflits. On a également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser des contenus. Donc, on va faire de la veille sur les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'on a un récit, par exemple, pro-ukrainien, on va avoir des bots russes qui vont démonter ce récit ou qui vont le décrédibiliser ou par ailleurs, il y a aussi des formes de saturation des réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un post pro-russe qui va être posté sur X, par exemple, donc ancien Twitter, et qui va être retweeté dans la minute une centaine de fois parce que c'est des retweets automatiques. Et donc, on a une forme de saturation, comme une saturation en fait, de l'espace aérien avec des salves de roquettes, sauf que là, c'est avec des récits. Et on a enfin de l'intimidation qui est très problématique en termes de défense en fait, de la délibération publique et de la liberté d'expression qui est quand même au cœur des démocraties libérales. Une intimidation qui en fait utilise du doxing, c'est-à-dire que on va essayer de screener les réseaux sociaux lorsqu'on a identifié une personne soit par exemple pro-ukrainienne, et on va collecter des données personnelles sur cette personne et on va ensuite les révéler
pour que cette personne soit ciblée spécifiquement par des pro-russes et qu'il l'inonde ou qu'il la menace de menaces de mort afin que cette personne se retire des réseaux sociaux et en fait pour la condamner au silence. Donc tout ça, ça crée... Ça fragilise en fait la délibération publique, comme je le disais, ça fragilise la liberté d'expression et le débat tout simplement sur la légitimité de la guerre. Et les parades à ce type d'innovation, c'est à la fois de monitorer très fortement tout ce qui est contenu inauthentique sur les réseaux sociaux, et c'est ce que fait l'agence Viginum, par exemple, en France. Mais c'est aussi, face à la suspicion du coup qu'il y a sur les informations, puisque les gens n'ont plus confiance en fait dans les informations, puisqu'ils savent plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est, pour moi, la parade principale, c'est soutenir la parole des juges. Parce que le droit, contrairement au discours politique, il a des critères qui sont précis, qui lui sont donnés. Donc un juge ne va pas décider, par exemple, ce que c'est un civil, ce que c'est un combattant, ou il ne va pas décider ce que c'est la proportionnalité. Il va simplement être chargé d'appliquer ces critères-là. Et le travail des juges, c'est justement de qualifier les termes, via une méthodologie qui est spécifique, de qualifier exactement ce qui s'est passé tel ou tel jour. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de soutenir la Cour pénale internationale, à la fois en Ukraine, puisque pour la première fois, la Cour pénale s'est saisie sur un conflit en cours et a émis des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et contre une de ses conseillères pour la question de la déportation des enfants ukrainiens. Et d'ailleurs, on a vu que suite à ce mandat d'arrêt émis, la Russie avait changé de narratif sur la déportation des enfants, puisque la seule manière, en fait, légalement, de déporter des enfants, c'est pour des raisons de santé. Et donc, ils ont dit qu'ils prenaient les enfants ukrainiens pour faire des visites médicales en Russie. Et par ailleurs, soutenir la CPI également sur le conflit israélo-palestinien qui est également en cours. Deux remarques à ce sujet. D'abord, dans le numéro qui paraîtra en décembre de la revue Politique étrangère, on aura un contre-champ sur la justice pénale internationale. Donc on reviendra sur tous ces sujets, notamment sur la Cour pénale internationale. Et je dois dire que parmi les auteurs, tout le monde n'est pas optimiste par rapport au futur de cette Cour. En tout cas, il y a des interrogations fortes. Et puis, la deuxième remarque est en fait une manière de reboucler avec la question de Cathy au départ et la problématique du lawfare, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'en remet à la justice, en réalité, le terrain judiciaire devient en soi un champ d'opération. Et donc, la question de la vérité va se reposer, en d'autres termes peut-être, mais elle va se reposer. Mais pour moi, en fait, parce qu'on a beaucoup dit le droit international est mort dans les décombres de Mariupol et il est mort dans les décombres de Gaza. Mais pour moi, le fait que les belligérants se saisissent du droit international, même si c'est pour le manipuler, peut être aussi lu en soi comme une victoire du droit international. C'est-à-dire que la Russie ne dit pas j'opère en dehors du droit international parce que c'est que la raison d'État qui compte et c'est le règne du plus fort. En fait, la Russie connaît extrêmement bien le droit international et utilise du coup ce droit. On peut contester son interprétation, mais il y a quand même cette grammaire commune du droit et ça nous donne aussi des ressources critiques pour justement aller attaquer leur interprétation du droit international. Et c'est la même chose en Israël-Palestine. C'est pour ça que le fait que le droit international soit contesté, pour moi, c'est pas une faillite du droit international, c'est plutôt une victoire qui montre qu'effectivement, il est partagé et qu'il est central. Ouais, c'est le verre à demi plein ou à demi vide et on voit soit la partie vide, soit la partie pleine, selon qu'on est plutôt optimiste ou pessimiste. Comme vous l'avez déjà dit, vous finissez le livre avec la dernière partie qui s'appelle La guerre des récits, une guerre des vérités. On en a beaucoup parlé, mais quelles sont ces vérités et comment les citoyens qui souhaitent s'informer peuvent-ils se repérer dans ces versions parfois contradictoires ? Du coup, voilà, j'ai déjà anticipé sur ça, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup vécu dans les années 90 avec cette idée que finalement c'était ce qui comptait, c'était les pouvoirs économiques et que le pouvoir politique était en perte de vitesse. Là, on est à mon sens dans un nouveau cycle où il y a une guerre
où il y a plusieurs guerres d'ailleurs qui sont déclarées depuis du coup maintenant plusieurs années. On est dans ce moment de tension des relations internationales qui est très fort. Et donc, on a cette recentralité du pouvoir politique qui finalement décide de mener la guerre ou pas et qui décide du pouvoir de vie ou de mort sur les citoyens. Et donc, par contre, cette parole politique, elle est à la fois très puissante, mais elle est aussi en perte de vitesse. Parce qu'on voit des politiques qui se disent, se dédisent, qui sont aussi, et c'est la nature de la parole politique, dans une forme d'ambiguïté dans les messages qu'ils veulent envoyer. Et qui, du coup, pour moi, la politique ou les hommes politiques ne sont plus perçus comme une instance de vérité. C'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins confiance dans cette parole-là. Et c'est pour ça qu'au contraire, la parole des juges, elle devient centrale et on le voit dans les arguments qui sont opposés et qui sont utilisés et qui sont un peu des arguments ressources, c'est-à-dire la Cour internationale de justice de l'ONU, la Cour pénale internationale, qui n'est pas une cour de l'ONU mais qui est ici du traité de Rome, les justices nationales et aussi les ONG qui opèrent quasiment que dans un vocabulaire juridique. C'est-à-dire que si vous lisez Human Rights Watch, for instance, les rapports, les rapports, c'est pas du tout des rapports qui vont utiliser un vocabulaire moral. C'est que un vocabulaire juridique. Et c'est ça qui fait foi dans le débat actuel. Amélie Ferré, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Nous vous recommandons vivement, chers auditeurs, de vous procurer le nouveau livre de notre invité, intitulé « Les mots, armes d'une nouvelle guerre », et de lire ses récentes contributions dans la revue Politique étrangère et dans le Ramsès 2025. N'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.